est-ce, ma marraine, que le monsieur a choisi de jouer? Mais qu'est-ce qui lui fait croire qu'on m'a porté au baptême? Il sait bien que tout le monde a une maman. Pourquoi tout ça de gomme dans son jouret? En plus, la partie intime qu'il a choisie de mon éventuelle marraine pourrait aussi convenir pour ma maman. Toutes les deux en sont pourvues. Mais pour qui il se prend? Au ni grand goût? Mais qu'est-ce qui arrive aux gens à vouloir faire tout ça de manière? Demain, on va venir jouer ma tante, ma cousine, ma belle-sœur et peut-être même mon papa. Tu ne vois pas qu'on ne respecte plus rien dans ce pays-là? Bel bonsoir les Itata, Osoya, nous qu'est pas les créoles. Ce soir, je reçois un passionné d'actualité, d'information, des gens et par-dessus tout du patrimoine de son pays, la Martinique. Passé par le quotidien France Antilles, dont il a piloté la rédaction pendant près de 40 ans, il nous vient avec son nouvel ouvrage qui camène à nous Hollywood d'imaginaire créole. Vous êtes les savez ça veut dire? En nous aller. J'accueille Rudy Rabatali. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais, votre nouvel ouvrage, Hollywood d'imaginaire créole, publié à la maison K Édition, nous entraîne à travers le quotidien de plusieurs familles, petits, grands, jeunes, vieux. On a un folklore assez élargi et c'est assez éclectique. À travers leur quotidien, ce qu'ils vivent, pensent, ressentent. Le titre de votre ouvrage, qui est un recueil de poésie et de nouvelles, est assez évocateur. Mais j'aimerais savoir ce que vous, Rudy Rabatali, mettez derrière cet imaginaire créole. Ça veut dire quoi pour vous? Alors, l'imaginaire créole, c'est tout ce que, je dirais que c'est notre soi. C'est tout ce que l'on ressent. C'est tout ce que l'on a. Et on l'a en tant que Martiniquais, on l'a en tant que créole, Martiniquais. Donc c'est à la fois notre langue, notre culture, notre environnement, le fait de vivre sur une île, etc. Je fais une différence entre imaginaire et imagination. L'imagination, c'est quelque chose qui est individuel. C'est-à-dire que j'ai de l'imagination, vous en avez, tout le monde en a, un enfant, une personne âgée, tout le monde a de l'imagination. On n'est pas obligé de faire quelque chose avec son imagination. On peut très bien ne rien faire avec, il suffit de s'en contenter d'en avoir. Mais l'imaginaire, c'est quelque chose de collectif. Au contraire de l'imagination qui est individuelle, l'imaginaire, c'est vraiment un collectif. On a, je suppose, le même imaginaire. Parce qu'on est né sur notre même île, on a reçu une éducation qui est à peu près pareille, on a un environnement qui est le nôtre, on a une langue qui est la langue créole. Donc tout cela construit ce que j'appelle un imaginaire, et qui est l'imaginaire créole, parce qu'il est profondément ancré dans notre langue, et il est ancré dans notre Martinique et dans notre terre. Voilà, c'est rien de plus. C'est déjà beaucoup. Oui, mais je veux dire, c'est pas quelque chose d'abstrait. On est confronté à cet imaginaire tous les jours, chaque fois qu'on se lève le matin. En fait, ce que vous expliquez, c'est que c'est très concret. Absolument. Au contraire d'abstrait, parce oui, qu'on baigne dedans. On est dans le concret. On est absolument dans une écriture que je veux la plus concrète que possible, c'est-à-dire qui fait référence à tout ce que l'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on observe. Parce que je suis, de par mon métier que j'ai exercé pendant de longues années, un observateur. Donc je regarde les gens, j'écoute les gens. Donc on les écoute dans un univers particulier. Et cet univers, c'est cet univers créole qui est le nôtre, puisqu'on est dans cet univers, et cet univers crée justement cette concrétisation de l'imaginaire. J'ai envie de rebondir sur ce que vous dites par la particularité que vous avez glissée à travers les pages, qui est d'associer quasi systématiquement du créole au français. C'est-à-dire que le texte est rédigé en français et créole, et
j'ai l'impression que le créole rythme tout cela. C'est-à-dire que le rythme du créole s'apparente au français, que le français se mêle au créole, etc. Dans des phrases, vous ajoutez des mots, des proverbes, des pans entiers. C'était quoi votre volonté en glissant le créole de toutes parts, comme ça, dans votre ouvrage? J'écris comme les gens parlent. C'est pour ça que je parlais de concret, c'est-à-dire que j'écris comme les gens parlent. Je n'ai pas cherché à faire une littérature en disant je vais écrire en français dans un français académique. À travers les personnages que j'ai rencontrés ou que je décris, c'est exactement comme ça qu'ils parlent. Et c'est comme ça que nous parlons, nous aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dichotomie entre le personnage qui parle d'une certaine manière, qui parle créole ou qui parle un mauvais créole ou un mauvais français, et nous-mêmes, on parle exactement de la même manière. On a nos expressions, on a notre manière, on a un rythme, et ce rythme-là, c'est ce que j'essaie de reproduire, qui ne me semble pas difficile, en tout cas, pour moi, parce que je ne fais pas d'effort à me dire que je vais me donner un style. Je parle comme les gens parlent. Alors, vous dites qu'il y a ce mélange entre le français et le créole. En réalité, c'est une continuité. Je ne vois pas à quel moment je passe du français au créole ou du créole au français. Oui, c'est effectivement. C'est un seul rythme, c'est un seul alphabet. C'est cet alphabet de notre imaginaire, de notre manière d'être, qui est également un alphabet de notre langue, de notre langue parlée, quand on parle français. Je parle français en parlant un français qui n'est pas le français d'Alsace ou d'Ardèche ou de ceci ou de cela. Je parle le français de mon imaginaire. Exact. Alors, dans votre ouvrage, vous avez glissé des QR codes qui nous permettent d'accéder à certains passages du texte qui sont déclamés. Alors, je vous propose d'en écouter un. Et puis, on pourra le commenter ensemble après. D'accord. Si c'était pour moi seul, c'est rien que comme ça que j'allais vouloir entendre les paroles des gens. Quand quelqu'un te dit « M'en bagaille pour dire mais sans oreille seulement m'en pédou ça », alors là, tu peux être sûr que c'est une parole pour toi. Ce n'est aucune parole pour aller donner téléphone chaîne comme ça toute la journée. Non. Cette parole-là ne court pas aller et venir dans les réseaux de la société. Non. Elle rentre dans ton oreille et puis elle part direct dans ton cerveau. Les Itata, vous pouvez retrouver dans l'ouvrage de Rudy Rabatali, Au Liron d'Imaginaire créole, via les QR codes qui sont tout le long de l'ouvrage sur des parties très spécifiques et accéder à ces déclamations du texte. Pourquoi avoir fait ce choix? Pour retranscrire ce côté concret dont vous parliez tout à l'heure et vivant? Oui, parce que comme ce sont des paroles, et j'écris des paroles, ces paroles peuvent être à la fois lues mais entendues. C'est-à-dire que je dis souvent aux lecteurs que je rencontre qu'il faut lire ce livre à voix haute. J'ai envie de dire qu'on s'allonge, on le lit en parlant, on se met à boire quelque chose ou à prendre un cornet de pistache, c'est comme si on est au spectacle. C'est un livre-spectacle. On entre comme si on entre dans une pièce de théâtre, on entre dans un cinéma. On va se faire sa propre histoire à travers des personnages et à travers des gens que l'on côtoie, que l'on connaît, que l'on peut voir en se disant « Ah, mais ça ressemble à un tel, un tel, un tel, un tel. C'est peut-être sa maman, son oncle, son tonton, son parrain. Ah oui, il était comme ça. » Exactement. On est dans un cinéma. C'est vraiment dans le sens cinéma, quoi. Mais c'est pas un cinéma dérisoire. C'est pas une rencontre avec la dérision. C'est une rencontre avec nous-mêmes. C'est une rencontre avec notre soi. Avec notre propre réalité. Avec notre réalité. Parce qu'effectivement, alors, pour la petite histoire, j'ai lu certains passages en marchant.
moi. Oui. Et du coup, ça me fait sourire quand je vous entends en parler comme ça. Et c'est vrai que je pense tout Martiniquais qui lit cet ouvrage se reconnaîtra quelqu'un de sa famille, quelqu'un de son entourage. En fait, on n'est pas déraciné, quoi. On est bien ancré en Martinique, on sait quel est le sujet, on sait où on est, etc. Mais justement, comment est-ce que vous avez choisi vos personnages? Peut-être que vous avez certainement croisé, que vous avez côtoyé. Comment est-ce que vous êtes passé de ces personnages de la réalité à ces personnages racontés? Comment est-ce que vous avez maintenu l'équilibre ou composé avec ça? Alors, ce qui est intéressant, enfin, ce qui m'a intéressé surtout, c'est de ne pas créer de personnages au sens de créer de fiction, c'est-à-dire de ne pas inventer des personnages. C'est-à-dire que j'ai essayé de travailler sur des personnages que soit j'ai connus moi-même, ou que j'ai lu, ou qu'on m'a raconté, ou que je perçois à travers des personnes que j'ai pu entendre ou voir, et qui m'ont inspiré sur ce type de personnage. Alors, il ne s'agit pas de dire que le personnage dont je raconte une histoire existe vraiment là, physiquement, etc., mais en tout cas, son monde existe. Je dirais que ça, je ne l'ai pas caricaturé, je l'ai simplement dessiné dans son espace et dans notre espace, et pour nous mettre, nous lecteurs, en face de lui, et à l'écouter, ou à se dire, mais il va me raconter une histoire. C'est voilà. Et c'est cette histoire-là que j'ai essayé de transcrire. Pour le coup, moi, je suis rentrée dedans. Et j'avoue que votre ouvrage et les fresques du quotidien que vous décrivez, dans lesquelles on rentre du coup, et on rentre encore et encore et encore, et on en veut encore plus, c'est presque comme des petites scénettes. Et on se dit presque que ça peut être adapté pour le théâtre, que le matériel est déjà là, quasiment. Est-ce que c'est une volonté que vous pourriez avoir? Oui, parce que c'est pas... alors, je ne sais pas si moi je pourrais l'avoir. En tout cas, c'est une scène. Nous sommes dans une scène. Alors, on est dans une scène qui est notre pays, notre environnement, notre langue, notre société, pour aller vite, pour employer un grand mot. Et on marche à côté d'elle, on marche avec elle, et on la voit en se disant, je suis de ce côté, pas de ce côté, je suis d'accord ou pas d'accord, en tout cas ce personnage-là me plaît ou me plaît moins. Donc on est exactement, comme on disait, oui, on est au théâtre, on va au théâtre, sauf qu'on est confronté à non pas de la fiction pure, à une histoire inventée, on est confronté à notre réalité de tous les jours. C'est-à-dire on est confronté à des personnages que l'on rencontre chaque matin. Et pour l'observateur que vous êtes, privilégié parce que vous êtes journaliste, c'est en vous. Oui. J'aimerais savoir, par exemple, sur quelque chose de typique du patrimoine martiniquais, les chansons de carnaval que vous évoquez. Selon vous, quels peuvent être leurs rôles? Qu'est-ce que ça dit de la société? Qu'est-ce que ça dit sur notre quotidien? Qu'est-ce que ça dit de nous? Parce que vous en parlez un petit peu dans l'ouvrage. Alors, les chansons de carnaval ou toute autre chanson ou toute autre manière de nous dire, parce qu'il y a une manière de nous dire et une manière de... je dirais, moi j'ai été dans ma carrière un peu confronté à l'interrogation de dire comment nous dire, comment nous écrire. Et nous écrire, c'est pas nous écrire en français simplement. Nous écrire, c'est peut-être pas nous écrire en créole tout simplement. Nous écrire, c'est nous écrire dans un monde, dans un imaginaire particulier. C'est vrai qu'il est traversé par des langues
par deux langues, le français et le créole, et ce mélange et ces croisements peuvent créer un certain nombre d'éléments. Et les chansons de carnaval, pour revenir à votre question, sont parfaitement dans ce croisement des mondes, un monde, je dirais, un monde débridé, qui est le carnaval lui-même, face à un monde plus social, plus sociable, et qui vient s'entrechoquer, qui vient l'un se charriant l'un l'autre, l'un qui vient se moquer de l'autre, ou il dit le temps de dimanche ou de jour gras vient percuter frontalement, et c'est ça aussi notre imaginaire et notre environnement, c'est ces chocs frontaux qu'il y a régulièrement dans nos sociétés, que ce soit à travers des événements culturels ou simplement à travers tout simplement notre cuisine aussi, oui. Par exemple, c'est ces chocs où je suppose que si on prend un grand chef français qui nous voit faire la cuisine, il va peut-être tomber l'état et qu'il dit comment c'est mon café, c'est monsieur café ça, et puis tout ça, l'huile, monsieur mais c'est ça un peu, c'est ça notre imaginaire, c'est notre couleur, c'est notre manière d'être, et c'est cet imaginaire que je voulais reproduire à travers cet ouvrage. Vous décrivez la société martiniquaise, il y a des scènes très précises, cocasses, bien sûr, pas que. Est-ce que, à travers cet ouvrage, vous avez voulu célébrer un pan de notre patrimoine aussi? On sait que nous sommes dans une culture de l'oralité, que les choses se transmettent beaucoup de manière orale. Est-ce que c'est une manière aussi de valoriser, de faire perdurer notre patrimoine, de poser à un moment et dire voilà ce que c'est chez nous, voilà ce que c'est notre quotidien de Martiniquais, et le décrire, l'inscrire vraiment dans le dur, en quelque sorte? Alors, cette oralité dont vous parlez, on a effectivement beaucoup tendance à dire que nous sommes dans une société où l'oralité est importante, et on a presque l'impression aussi de dire qu'elle est exclusive. C'est-à-dire qu'à part parler, ne pas ça fait rien d'autre. En réalité, cette oralité, elle doit aussi être transcrite, elle doit aussi être écrite. Et c'est dans ce sens-là que je disais, tout à l'heure, je me posais la question de comment nous dire, comment nous écrire. Parce qu'il y a à la fois nous dire, mais il y a aussi nous écrire. Parce que écrire notre oralité, c'est paradoxal, mais c'est quelque chose de possible. Et je crois qu'il faut que dans nos métiers d'écriture, que ce soit les écrivains, mais également dans ma carrière, les métiers du journaliste de presse écrite, s'entend, à ce moment-là, un peu plus que d'autres, il faut savoir nous dire, il faut savoir nous écrire d'une certaine manière. On ne peut pas, je disais souvent aux jeunes journalistes qui travaillaient avec moi, je leur disais, mais essayez d'écrire comme les gens vous parlent. N'essayez pas de transformer la parole des gens dans l'écriture journalistique que vous avez maîtrisée à l'université ou à ceci. Essayez d'écrire comme les gens vous parlent. On vous a dit je suis descendu en ville. Eh bien, écrivez, il est descendu en ville. Oui, on a tendance à transformer, c'est vrai. N'écrivez pas, il s'est rendu à la ville, pour prendre un exemple. Oui. C'est exactement pour dire que on a toujours tendance à penser que notre oralité ne peut pas s'écrire parce qu'elle n'est pas du bon français. Mm-hmm. Et qu'on fera des fautes si on écrit notre manière de parler. Si on écrit comme on dit. Comme on dit. Et comme on dit, c'est excessivement beau, c'est poétique, c'est romancé, c'est beau, c'est joli, c'est esthétique. Donc, ne transgressons pas ça. Encore une fois, on a transgressé plein de choses, mais essayons de ne pas transgresser au moins ça. Essayons d'écrire comme nous parlons.
Eh bien, écoutez, voilà. On peut le faire. Parlons, enfin, écrivons comme nous parlons et Voilà. parlons comme nous écrivons, Voilà, au final. voilà. Écoutez, Rudy Rabatali, merci beaucoup. Restez avec nous parce que on a quelques petites questions à vous poser et ça, c'est dans notre rubrique Tac au tac. Alors, le principe des questions courtes et des réponses courtes. Vous êtes Oui. prêts? Oui. Que dites-vous à ceux qui disent que le créole n'est pas une langue mais un patois? Alors, je leur dis qu'ils sont vraiment à côté de la plaque, ils se trompent complètement. C'est une vraie langue et c'est une belle langue. Avez-vous déjà fait une déclaration d'amour en créole? Oui. La dernière fois que vous avez pleuré, c'était quand? Ouh. Ça remonte. Alors, non, ça ne remonte pas. Je pleure régulièrement par des choses qui m'émeuvent. Je peux pleurer en lisant un livre. Je peux pleurer en regardant un film. Et donc, moi, les émotions, c'est quelque chose qui ne me font pas peur. Et que vous ne cachez pas. Et que je ne cache pas. Et les pleurs font partie de cette émotion. Une anecdote sur l'écriture du livre. Est-ce que vous avez ça en stock? Sur l'écriture d'Oliwon d'Imaginaire Créole. Quelque chose qui vous vient? Non, disons que j'essayais en décrivant certaines scènes, je me disais, oula, est-ce que un tel ou un tel ne va pas se reconnaître et ne va pas dire que c'est lui, alors que c'était pas du tout, c'était pas du tout ce que je voulais, et c'était pas du tout le personnage en question. Et j'éclatais de rire moi-même en me disant, on m'a aspiré que M. Bekedi. Et vous avez eu des retours ou pas encore? Non, heureusement. Ok. Heureusement. Alors, vous êtes plutôt entrée plat ou plat dessert? Plutôt team salé ou team sucré? Ah, je suis plutôt salé. Je suis plutôt team salé. D'accord. Votre période préférée de l'année? C'est le carnaval. Ah, ben voilà, je savais qu'il y avait quelque chose. Et du coup, votre chanson de carnaval favorite? Oula, ça remonte, mais c'est une chanson que je chantais dans mes jeunes années. C'est une chanson qui s'appelait « Ose aimer ». Je suppose que beaucoup de jeunes maintenant ne la connaissent pas. Mais c'était une chanson, bien sûr, excessivement salace, mais typique du carnaval, typique en du même carnaval, temps. voilà, c'est ça. J'aime beaucoup le carnaval parce que c'est vraiment cette impression que ça touche à la fois le petit à l'école, puisqu'il y a le carnaval des enfants, jusqu'aux grands-mères, jusqu'aux personnes âgées. Et c'est toute cette chaîne et tout ce monde qui montre que c'est une fête du peuple. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, d'intéressant en tout cas. Eh bien, écoutez, Rudy Rabatali, merci beaucoup. On vous connaît désormais un petit peu mieux. Et maintenant, on va s'en aller kiffer notre livre. Salut, c'est Idriss et j'ai 21 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui m'a marqué. Il s'agit du Silence de Mélodie de Sharon M. Draper. Pour résumer un peu l'histoire, il s'agit simplement de Mélodie, une jeune fille qui est atteinte d'une paralysie cérébrale. Elle n'est pas autonome et est clouée à son fauteuil roulant. Ce qu'elle aime dans la vie, Mélodie, ce sont les mots. Dans les discussions, dans les chansons, elle absorbe les mots comme une éponge. Mais sa particularité à elle, c'est qu'elle n'a jamais prononcé un seul mot et elle n'a que 11 ans. Au fur et à mesure de l'histoire, on comprend tout simplement qu'elle se fait harceler, moquer par les grands comme par les petits à cause de sa maladie et de son handicap. Mais jusqu'au jour où on lui offre une tablette intégrée à son fauteuil qui lui permet de communiquer avec les autres et enfin de se fondre dans la société. Je recommande vraiment ce livre parce qu'il traite plusieurs sujets, il aborde plusieurs sujets comme le handicap, la différence, et nous permet aussi d'être tolérants les uns avec les autres. Merci Idriss. Alors Rudy Rabatali, est-ce que le fait que les jeunes lisent ou lisent moins ou lisent peu ou pas du tout, est-ce que c'est une thématique qui vous touche?
Oui, bien sûr. La lecture, d'une manière générale, est quelque chose de fondamental. Malheureusement, on voit bien que elle est en chute libre. J'espère qu'on ne touchera pas le fond et qu'on continuera à faire du livre et de l'écrit quelque chose d'important. C'est bien que Idriss ou d'autres, comme elle dit dans son vocabulaire, kiffent les, les livres. Et donc, je l'encourage à continuer et également aux autres jeunes parce que je crois que c'est le jour où on perdra le livre, ce physique, ce côté physique de la lecture. Je pense que il y aura certainement un effondrement de quelque chose en nous. Je ne sais pas quoi. Il y aura certainement quelque chose en nous qui sera parti, qui sera remplacé par autre chose. Je ne sais pas si ce sera bien, meilleur ou pas, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y aura quelque chose en nous, en tout cas, qui sera perdu, quelque chose dans notre réflexion générale qui sera perdu. Et est-ce que, on dit souvent que les écrivains, ce sont de grands lecteurs. Est-ce que c'est le cas pour vous? Non, je ne suis pas un grand lecteur. J'aime lire, mais je ne dévore pas des livres toute la journée. Je ne lis pas un livre par jour ou un livre par semaine. Non, une fois que je lis une fois que j'ai trouvé un livre qui me passionne, je prends mon temps à le lire. Et j'aime lire, mais je ne suis pas un dévoreur de livres comme il y en a. D'accord. J'aimerais, là on arrive à la fin de l'émission, savoir quel est votre coup de cœur du moment. Ça peut être littéraire bien sûr, mais théâtral, musical. Qu'est-ce qui vous touche en ce moment et dont vous aimeriez parler? Alors là, actuellement, je suis en train de lire, on parlait de lecture, je suis en train de lire un livre qui peut paraître rébarbatif, puisque c'est un livre c'est sur l'histoire de la première République noire, l'histoire donc d'Haïti, qui est un livre de Catherine Rupert. Et c'est vraiment un livre historique sur toute depuis 1804 jusqu'à la chute de Duvalier et ensuite l'arrivée de Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Et donc, c'est un livre passionnant, c'est un livre d'histoire, mais c'est passionnant et c'est un livre qui vraiment nous permet de comprendre les sociétés caribéennes à travers l'histoire d'Haïti et de comprendre significativement également la nôtre, et à travers l'actualité notamment de la nôtre. Et voilà le genre de livre pour lequel je peux passer une journée à le lire et oublier un certain nombre de choses. Et donc, mais je suis, disons que je ne vais pas rechercher obligatoirement à lire ce type d'ouvrage. Chaque fois que je tombe sur un ouvrage qui est intéressant, je le lis jusqu'au bout. Mais je ne suis pas passionné de lecture comme il y en a qui sont... Tout écrivain, je pense, n'est pas obligatoirement un passionné de lecture, même si je suis davantage un journaliste qu'un écrivain. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, Rudy Rabatali, merci d'être venu nous voir sur le plateau d'Au gré des pages. Je rappelle que votre ouvrage Hollywood d'Imaginaire créole paraît aux éditions K Éditions. Et on vous recevra peut-être pour la pièce de théâtre, on ne sait pas. Peut-être. Peut-être. En tout cas, les Itata, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures littéraires.